Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu spéciale puisque nous allons traiter de 3 affaires différentes. En 2023, Isabella Scavelli était une lycéenne à qui tout réussissait. Pour dire, l'adolescente était un petit peu l'enfant rêvé de beaucoup de parents. Jamais un pas de travers, pilier d'honneur de son lycée, membre du conseil étudiant ainsi que du corps d'entraînement des officiers de réserve, l'adolescente qui avait pour objectif d'entamer une carrière dans l'armée après l'obtention de son diplôme avait toutes les portes ouvertes devant elle tant elle était brillante. Malheureusement, un terrible drame est venu bousculer sa vie ainsi que celle de ses proches, un drame qui ne lui a pas permis de voir ses rêves se concrétiser. Dans l'après-midi du 6 février 2023, c'est la boule au ventre qu'Isabella, accompagnée de sa mère, a poussé les portes du bureau du shérif à Brooksville, en Floride, pour signaler qu'elle avait été victime d'agressions sexuelles. L'adolescente, qui en plus de ça connaissait très bien son agresseur, a déclaré au shérif que l'homme était un dénommé Leonard White. Malgré le fait que l'homme avait la réputation d'être une personne méprisante et peu fréquentable, dont il est mieux de rester le plus loin possible, ça n'a pas fait peur à Isabella qui voulait à tout prix se venger de cet homme. Malgré la souffrance pouvant être engendrée par des procédures judiciaires dans de telles situations, l'adolescente était déterminée à le voir payer pour son crime, quoi qu'il en coûte. Une fois la plainte déposée, Isabella et sa mère ont poussé un énorme soupir de soulagement, se disant qu'à présent, le pire venait de passer. Confiante quant au fait que Leonard White serait bientôt en garde à vue et sûrement condamné pour ses actes, elles sont rentrées chez elles et ont simplement attendu la bonne nouvelle. Malheureusement, ce qui s'est en réalité passé était de loin le pire cauchemar qu'une victime d'un tel crime pouvait imaginer. Le soir suivant, quelqu'un a frappé à la porte de la maison d'Isabella et de sa mère, et lorsque la mère de la jeune fille a ouvert la porte, elle s'est retrouvée face à 2 hommes inconnus et armés. Avant que la pauvre femme n'eût le temps de dire un seul mot, les 2 hommes ont ouvert le feu sur elle et sa fille qui se tenait juste derrière sa mère. L'horreur s'est produite cette nuit-là, et les voisins, alertés par les coups de feu, ont immédiatement appelé le 911. C'est vers 23h30 que les policiers sont enfin arrivés sur place accompagnés d'une ambulance. La pauvre adolescente, Isabella, qui avait subi de multiples blessures par balle, a été déclarée morte sur place, tandis que sa mère a immédiatement été transportée à l'hôpital dans un état de santé critique. Une fois les 2 victimes évacuées de la scène de crime, les enquêteurs n'ont pas perdu une seule seconde pour se mettre au travail et recueillir directement un maximum de preuves afin de faire avancer l'enquête. Des chiens de recherche ont également participé à cette fouille et ont rapidement flairé l'auteur des 2 assaillants, ce qui a conduit à la découverte d'une chaussure Nike qui était très proche de la scène de crime et qui avait sûrement été perdue pendant la fuite des 2 hommes. La chaussure a directement été envoyée au laboratoire de la scientifique afin d'y faire des analyses, puisque si jamais l'ADN est déjà connu des services de police, la moitié du travail sera déjà fait et permettra à l'enquête d'avancer bien plus rapidement. Et coup de chance, puisque lorsque l'ADN prélevé sur la chaussure a été entré dans la base de données nationale, le système a matché avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Keyshawn Woods, un homme âgé de 22 ans. L'homme n'était pas inconnu des forces de l'ordre qui avait un lourd passé criminel. Sans attendre, ce dernier a été mis en état d'arrestation et amené au poste de police afin d'y subir un interrogatoire. Avec de nombreuses preuves que Keyshawn avait fui les lieux du meurtre, des mandats de perquisition ont été exécutés sur sa maison ainsi que sur toute sa propriété. À ce domicile, les autorités ont trouvé 4 000 $ en espèces, une arme à feu ainsi qu'une cachette contenant pas mal de drogue à l'intérieur. Une voiture a également été trouvée sur sa propriété, sûrement celle qui aurait aidé les tireurs à fuir la scène de crime,
puisque la deuxième chaussure Nike qui est assortie à celle trouvée sur les lieux du crime était à l'intérieur. Dans la foulée de ces découvertes, les policiers ont également placé en garde à vue le complice de l'homme, un certain Sheldon Robinson, âgé de 21 ans. Un mandat de perquisition a également été émis pour son domicile, et lorsque la maison qu'il partageait avec sa mère a été fouillée, c'est 6 000 $ qui ont été découverts, ainsi que des munitions qui correspondaient, comme par hasard, au calibre utilisé pour s'en prendre aux deux victimes. Lorsque la mère de Sheldon, Janet Williams, a été interrogée sur l'implication de son fils dans cette fameuse fusillade, elle s'est portée garante de son innocence, jurant que son fils n'était pas un voyou et qu'il n'avait rien à voir avec toute cette affaire, et affirmant qu'il ne possédait aucune arme à feu. Elle a également déclaré qu'elle n'était pas du tout au courant de la manière dont son fils s'est retrouvé en possession d'une si grosse somme d'argent. Toutefois, les enquêteurs ont bien vite appris que Janet couvrait simplement son fils qui, dans son esprit, ne pouvait pas faire de mal à qui que ce soit. Une fouille approfondie dans l'arrière-cour de leur maison a révélé une certaine arme à feu que la balistique a confirmé être l'arme du crime. Le 9 février, Sheldon Robinson a officiellement été placé en état d'arrestation. Mais nouveau coup de théâtre lorsque, contre toute attente, Keyshawn a été libéré au début du mois de février en attendant un procès, ce qui lui a permis de contourner temporairement la justice, et cette décision a été incomprise par énormément de personnes, peut-être un pot de vin, on ne sait pas. 9 mois en tout cas se sont écoulés avant qu'il ne se retrouve de nouveau et enfin privé de liberté. Alors que les policiers reconstituaient cette affaire, ils ont déterminé que les deux hommes avaient été embauchés pour s'en prendre à Isabella, pour ne pas être liés à celui qui les avait engagés. La personne qui avait manigancé cet horrible scénario n'était autre qu'une personne qui leur en voulait, qui voulait se venger pour une quelconque raison. Il s'est avéré que la personne qui avait payé pour que l'adolescente, et d'ailleurs toute personne qui se trouvait sur le chemin, soit tuée, était l'homme qu'elles avaient accusé de viol peu de temps avant sa mort, Leonard White. Contrairement à Isabella, Leonard White, qui était bien plus âgé qu'elle, il avait 36 ans, était loin d'être quelqu'un de respectable à qui tout réussissait. Bien que Leonard ait pris la fuite en direction de la Géorgie le jour où Isabella a déposé le rapport de police le pointant comme étant son agresseur, il a vite été retrouvé et a nié avoir été impliqué dans, d'une part, l'agression sexuelle ou encore le meurtre de cette dernière. Malgré son refus de coopérer, les enquêteurs ont bien sûr poursuivi leur enquête en poursuivant leur théorie selon laquelle les deux hommes avaient été payés par Leonard. De toute façon, c'était la piste qui semblait la plus probable dans cette affaire. D'ailleurs, d'après ce que les autorités pouvaient recueillir, après avoir réalisé qu'Isabella allait le dénoncer aux forces de l'ordre, Leonard s'était mis à la recherche d'un moyen de faire disparaître les accusations à son encontre, par exemple en essayant de soudoyer certains policiers. Pensant que son meilleur espoir de rester en liberté était tout simplement de se débarrasser de la plaignante, il a décidé d'offrir une grosse somme d'argent et beaucoup de cocaïne à quiconque serait prêt à effectuer ce meurtre. Sheldon Robinson, un mangue connu d'un gang, a sauté sur l'occasion de gagner à la fois de l'argent et de la drogue en ne faisant qu'un seul boulot. Ne voulant pas y aller seul, il a recruté l'un de ses amis, Keyshawn Woods, pour être le deuxième tireur. Avec ce plan mis en place, les tueurs à gages s'étaient rendus dans le quartier d'Isabella, garant leur véhicule en bas de la rue pour maintenir l'effet de surprise. Après avoir marché sur de courtes distances de l'obscurité, ils ont frappé à la porte et s'en sont pris aux deux femmes. Une autopsie a révélé que la balle qui a tué Isabella avait été tirée dans le dos de l'adolescente alors qu'elle tentait de s'enfuir. Bien que la mère de cette dernière ait survécu à ses blessures, heureusement, les cicatrices faites à son âme prendront toute une vie à guérir, si elles guérissent vraiment un jour. Leonard White a été arrêté le 15 février 2023 et a été accusé d'agression sexuelle. Bien sûr, ce n'est qu'une première accusation. Au fur et à mesure que de nouvelles preuves ont été mises à jour, la conspiration pour commettre un meurtre, le meurtre par l'embauche, l'utilisation illégale d'une arme à feu, l'altération de témoins, l'obstruction à la justice et diverses infractions liées à la drogue ont été ajoutées à la liste des accusations. Son complice, Sheldon Robinson, a été inculpé de la même manière. Les deux hommes sont actuellement incarcérés dans l'attente de la nouvelle procédure judiciaire.
La mère de Sheldon Robinson, Janet, âgée de 44 ans, a été accusée quant à elle en octobre 2023. Les accusations portées contre elle comprennent 3 chefs d'accusation d'avoir fait de fausses déclarations aux agents du bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs. Si elle est reconnue coupable, elle risque jusqu'à 15 ans de prison. Keishan Woods, lui, a été appréhendé en novembre 2023 et a été accusé de complot en vue de commettre un meurtre, de meurtre alloué, d'utilisation illégale d'une arme à feu, d'être un criminel en possession d'une arme à feu, de possession de marijuana avec l'intention de vendre et de possession d'attirail de drogue. À ce jour, 70 mandats de perquisition ont été signifiés dans le but de faire avancer cette affaire. Les autorités ont clairement indiqué qu'elles ne laisseront rien au hasard dans leur effort pour s'assurer qu'Isabella et sa famille obtiennent la justice qu'elles méritent. Si les 3 conspirateurs sont reconnus coupables des accusations portées contre eux, ils pourraient vraisemblablement passer le reste de leur vie en prison. Et bien qu'aucune décision n'ait encore été prise, les procureurs n'ont pas du tout exclu de demander la peine de mort. C'est une affaire à suivre et j'espère très vite en savoir plus. Christopher Paul Conway est né le 19 mars 1995 des parents Charlotte et Eugene Conway à Grand Bay en Alabama, qui se situe à la frontière entre l'Alabama et le Mississippi. Au dire de tous, Christopher a reçu une éducation et une enfance très heureuse. Il a été scolarisé à la maison aux côtés de ses 2 frères dans une famille très chrétienne et pieuse. Selon sa famille, le jeune homme a toujours été passionné par tout ce qui concerne le travail du bois, ainsi que la photographie et je dirais même l'art en règle générale. Après le lycée, Christopher a rencontré l'amour, une certaine Emily Hawks, avec qui il s'est marié en décembre 2014. En 2015, le jeune homme s'est engagé dans l'armée américaine, entrant alors en formation de médecin de combat. Le couple a déménagé au premier lieu d'affectation de Christopher à Fort Campbell, qui se situe dans le Kentucky, 1 an plus tard, au moment où Emily est tombée enceinte. Malheureusement, la grossesse ne s'est pas passée comme prévu, de sorte à ce que le 20 février 2017, les jumelles Adeline et Caroline Conway sont nées, mais prématurément. Les jumelles ont donc passé leurs 6 premières semaines à l'unité néonatale des soins intensifs avant de pouvoir retrouver leurs parents. Selon les membres de sa famille, Christopher était profondément impliqué dans les soins de ses 2 filles ainsi que des soins de leur mère. Le 11 novembre 2017, après cette année compliquée et riche en événements, la petite famille a pris 2 jours de vacances dans les Great Smoky Mountains. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux le 13 novembre 2017, les petites filles ont été nourries, lavées, puis mises au lit aux alentours de 20h. La nuit s'est déroulée, il n'y a eu aucun événement à signaler, et le lendemain, le 14 novembre 2017, Christopher, comme à son habitude, s'est levé vers 4h du matin pour se rendre à son travail à Fort Campbell. Quelques heures plus tard, vers 7h19, un terrible appel au 911 a eu lieu. La plante, Emily, a déclaré à la police qu'elle effectuait de la réanimation cardiaque sur sa fille, Adeline, qui semblait s'être enroulée avec le cordon du déshumidificateur qui se trouvait à proximité de son lit, puisque celui-ci était enroulé autour de son bras et de son cou. Adeline a immédiatement été transportée à l'hôpital Tenova, où elle a malheureusement été déclarée morte à 8h du matin. Une infirmière de l'hôpital Tenova aurait observé des blessures sur Adeline et va alors déclarer l'horreur aux forces de l'ordre. Selon elle, les blessures de l'enfant étaient cohérentes avec des abus sexuels. Mais je vous conseille, à titre personnel, de ne pas tout de suite condamner les accusés, puisque vous verrez que l'affaire est bien plus compliquée que ça. Le ministère des Services à l'enfance a donc été informé de l'incident et a pris la garde du 2e bébé, la petite Carole. En arrivant à l'hôpital, Christopher a rencontré des policiers qui lui ont demandé de venir au poste afin d'être interrogé. Sa femme, Emily, était déjà là pour parler aux enquêteurs. Selon la famille, Christopher avait l'impression qu'il s'agissait d'une enquête de routine, un interrogatoire banal vu les circonstances. Cependant, il a rapidement découvert que les enquêteurs le soupçonnaient d'avoir une certaine responsabilité dans la mort de sa fille.
Voici donc ce qui s'est passé lors de l'interrogatoire d'Emily et Christopher, selon la famille Conway. À l'arrivée de Christopher au poste de police, il n'a déjà pas été autorisé à parler à sa femme, Emily. Pendant des heures, les agents ont soumis la mère écroulée sous le poids de la douleur à un interrogatoire concernant la mort de la petite Adeline. Pendant ce temps, elle s'est défendue avec passion elle-même et Christopher s'est également défendu contre les accusations selon lesquelles ils étaient responsables tous les deux de la mort de leur bébé. Je trouve ça horrible que des enquêteurs accusent des parents de la sorte qui viennent juste de perdre leur bébé en disant que c'est de leur faute. Outre les potentielles agressions sexuelles, on reviendra un petit peu plus tard, même si je suis le premier en ayant lu l'affaire à me dire que jamais de la vie tu laisses de fil dans le lit d'un bébé, ça ressort normalement de la logique, puisque ce sont des choses qui pourraient être totalement dangereuses. Preuve, un bébé s'est étouffé et est mort, eh bien tu peux le penser, mais tu évites de le dire. Des accidents domestiques, il y en a énormément, bien plus qu'on ne le pense, et dans ce genre de moment, il faut surtout soutenir les parents dans cette épreuve, plutôt que de les culpabiliser encore plus. Je pense qu'ils vont culpabiliser suffisamment seuls de leur côté et pour le reste de leur jour, sans que nous ayons quoi que ce soit à leur dire en plus. Mais comme dit, eh bien ce n'était pas tout non plus dans cette affaire, puisque les enquêteurs ont dit à Emily qu'Adeline avait montré des signes d'abus sexuels et qu'ils avaient également trouvé des poils pubiens sur son corps. Cependant, Emily a maintenu son innocence et a finalement été libérée. Christopher, de son côté, a déclaré que son interrogatoire a duré 20 heures, sans nourriture, sans eau ou encore sans même de pause. Pourtant, Christopher, dès son arrivée, a été très respectueux envers les enquêteurs. Il a toujours été éduqué de sorte à être respectueux quand il était enfant, et l'armée lui a également appris à faire preuve de respect. Il n'a jamais eu affaire avec la police auparavant, il ne savait pas que la police lui mentirait en parlant au départ de quelques questions, et il ne savait pas qu'il devait demander un avocat, parce que, de son côté, il savait qu'il n'avait rien fait de mal. Alors, il s'attendait juste à ce qu'il réponde à quelques questions et qu'il soit ensuite autorisé à aller chez sa femme pour pleurer leur petite fille qu'il venait de perdre le matin même. Toutefois, lorsqu'il est arrivé dans la salle d'interrogatoire, la police a accusé l'homme non seulement d'avoir tué sa fille, mais aussi de l'avoir violée malgré un manque total de preuves pour étayer cette accusation. Les enquêteurs lui ont parlé des blessures d'abus sexuels et des poils pubiens trouvés sur le corps de sa fille, et ils l'ont également accusé d'être trop calme pour quelqu'un qui venait d'apprendre que sa fille était morte. Dans une vidéo fournie par la famille de Christopher, on peut l'entendre nier avec véhémence toutes les accusations d'avoir violé sa fille et de l'avoir étranglée avec le cordon de l'humidificateur pour l'empêcher de pleurer. À un moment donné, pendant l'interrogatoire, Christopher s'est senti menacé lorsque les détectives ont laissé entendre qu'Emily ne pourrait pas du tout reprendre la garde de leur fille Caroline, à moins que ce dernier n'agisse comme un homme et n'assume la responsabilité de ce qui s'est passé. En réponse, Christopher aurait demandé ceci. « Mais qu'est-ce que je suis censé faire? Créer une histoire de toute pièce ?» Les policiers ont enfermé l'homme dans une petite pièce, alors que ce dernier était en train de pleurer la mort de sa petite fille. Ils l'ont soumis à des techniques de torture psychologique conçues exclusivement pour l'intimider et l'épuiser psychologiquement. Ils ont dit à Christopher beaucoup de mensonges afin de le briser entièrement. Ils ont déclaré au jeune homme qu'ils savaient avec certitude qu'il avait violé et étranglé Adeline, déclarant même qu'Emily elle-même, sa femme, l'avait accusé de viol. La police a fait ressentir à ce dernier qu'il serait préférable qu'il avoue et l'a convaincu qu'il n'y avait pas d'autre moyen de sortir de cette fameuse pièce. Ils lui ont dit que c'était la seule façon pour Emily de revoir un jour Caroline, ont rempli son esprit de mensonges pendant près de 20 heures, jusqu'à ce qu'il désespère et qu'il accepte de dire à la police tout ce qu'il voulait entendre de sa part. Christopher, apeuré, à bout de souffle, face à des policiers qui n'attendaient que des aveux, a craqué. Il a avoué le viol et le meurtre de sa fille de 8 mois. Alors qu'il a immédiatement voulu rétracter ses aveux, le 15 novembre 2017, vers 4h18 du matin, Christopher Conway a été incarcéré dans la prison du côté de Montgomery et accusé de viol aggravé d'un enfant et d'homicide. Sa caution initiale a été fixée à 100 000 $ pour l'accusation de viol aggravé, mais aucune caution n'a été fixée pour l'accusation d'homicide. Le même jour, l'autopsie d'Adeline a été effectuée et c'est là que les choses se compliquent. Selon le rapport du médecin légiste, le système reproducteur d'Adeline
y compris le brassard vaginal, semblait normal et ne montrait aucun traumatisme. Un examen du rectum a également été fait, et là, certes, cet examen a montré de petites et légères fissures et contusions, bien qu'aucun sang ou perforation n'ait été trouvé. La famille de Christopher a précisé que les petites fissures résultaient du fait qu'Adeline était récemment passée à des aliments solides et a rencontré plusieurs selles difficiles. Une excuse pour certains, je l'entends, mais une excuse pourtant bien vraie, puisque les médecins ainsi que la kidsheals.org expliquent que les fissures anales sont assez fréquentes chez les nourrissons, surtout quand ils passent aux aliments solides. Mais malgré ça, eh bien les accusations continuent envers l'homme. Pourtant, ça prouve quand même en partie que l'homme n'a jamais agressé sa fille. Un petit peu plus tard, le 18 décembre 2017, une évaluation mentale a été ordonnée pour évaluer si Christopher était compétent pour être jugé et pour évaluer son état mental pendant le crime. Début janvier 2018, les parents de Christopher ainsi que ses deux frères ont lancé un site internet pour défendre son innocence, citant des preuves provenant de rapports d'ADN et d'autopsies partiellement non classifiés. Quelques semaines plus tard, le 29 janvier 2018, Emily a demandé le divorce, citant des différends irréconciliables, une décision qui a fait beaucoup parler, parce que pour beaucoup, cette décision est prise probablement parce que, à défaut d'accepter sa propre responsabilité dans la mort de sa fille en ayant laissé un câble dans son lit qui n'avait rien à faire dans le lit d'un bébé, il est plus simple pour elle que de prendre le parti des officiers et croire que la responsabilité est sur son mari, alors que si ce dernier est innocent, elle est tout autant responsable que lui dans la mort d'Adeline. Mais concernant Emily, on y reviendra aussi un petit peu plus tard. En tout cas, dans cette demande de divorce, elle a également demandé à rétablir son nom de jeune fille. Christopher, quant à lui, a répondu à la demande de divorce en exprimant son désaccord, tout en faisant valoir qu'il n'y avait jamais eu de différends irréconciliables, puisque les deux parties n'avaient même pas eu la chance de se réconcilier ou même de communiquer depuis avant la séparation, citant l'enquête en cours comme la raison du manque d'opportunités. 2 jours plus tard, le 31 janvier 2018, une motion visant à réduire la caution a été accordée et la caution de Christopher a été réduite de 500 000 $ à 250 000 $. Heureusement, bien entouré de personnes qui croyaient fermement en son innocence, sa caution a été payée par 5 personnes, dont le pasteur de la famille de Grand Bay en Alabama. Christopher a donc été libéré après avoir été placé sous surveillance et une demande de rester sans contact avec Emily, leur fille Caroline et la famille d'Emily. Peu de temps après avoir été libéré, il a repris ses fonctions de soldat à Fort Campbell. Cependant, pas de chance, rebelote, le 8 février 2018, de nouvelles accusations de maltraitance aggravée envers les enfants et de meurtre au premier degré dans la perpétration d'un crime ont été portées contre Christopher et un mandat d'arrêt a de nouveau été émis. Cette fois, sa caution a été fixée à plus d'1 million de $, une somme dont très peu de personnes peuvent se permettre de payer. Selon les dossiers d'arrestation, Christopher a été incarcéré dans la prison du comté de Montgomery le 27 février 2018. Le mois suivant, le 22 mars, une autre requête de réduction de caution a été rejetée et le 26 juillet, la caution a carrément été augmentée à 1,5 million de $. Mais encore une fois, la police semble complètement à côté de la plaque, puisque les échantillons de poils pubiens trouvés sur la petite, qui avaient été envoyés au laboratoire du FBI, montrent dans un rapport d'ADN datant du 24 août 2018 que les poils pubiens trouvés sur le corps et la couche d'Adeline semblaient être finalement des poils d'animaux non humains avec des caractéristiques compatibles avec le chien, selon le FBI. Absolument rien. Rien du tout ne relie Christopher au meurtre de sa fille, qui je le rappelle n'est pas un meurtre mais un accident, aucune trace d'abus sur l'enfant, aucun poil pubien, simplement un accident domestique dont l'homme est autant responsable que sa femme. Un rapport d'évaluation psychiatrique daté du 24 février 2019 a révélé que Christopher, qui a été interrogé à l'âge de 22 ans, n'avait pas encore atteint l'âge de la maturation complète du cerveau. Le rapport a également déclaré que les jeunes personnes dont le cerveau n'est pas encore entièrement développé sont beaucoup plus susceptibles de faire des choix pour un gain à court terme plutôt qu'un avantage à long terme. En termes pratiques, cela suggère que les jeunes sont enclins à être d'accord avec les enquêteurs pour conclure rapidement un interrogatoire inconfortable plutôt que de s'en tenir à leur récit des événements, ce qui prolongerait l'expérience difficile. Le 1er avril 2019, le divorce de Christopher et Emily a été officiellement conclu
et Emily est ensuite retournée à Grand Bay en Alabama avec leur fille Caroline. La même année, le 18 novembre, une motion de prorogation a été accordée, bien que la raison de cette fameuse prorogation soit inconnue. Christopher est donc resté derrière les barreaux en attendant un procès pour un meurtre et un viol pour lequel il est accusé sans aucune preuve. On arrive alors à son procès, le 11 septembre 2020, et Christopher Conway a plaidé pas de contestation pour le meurtre au 2e degré de sa fille Aline Conway. Alors dans les procès pénaux et dans certaines juridictions de common law, c'est un plaidoyer où le défendeur n'admet ni ne conteste une charge servant d'alternative à une plaidoirie de culpabilité ou de non-culpabilité. C'est un moyen de ne pas contester, bien que n'étant pas techniquement une reconnaissance de culpabilité, et a le même effet immédiat qu'une reconnaissance de culpabilité, et est souvent offerte comme partie des négociations entre le procureur et l'avocat de la défense, incluant parfois le juge pour réduire la gravité des charges. Et maintenant, pour ajouter un petit peu de sel à la blessure, le procureur a forcé Emily à témoigner au procès de Christopher sous peine de voir sa fille Caroline lui être arrachée pour la 2e fois. C'est un chantage, c'est malhonnête et je ne comprends même pas que ce genre de pratique puisse être complètement légal aux États-Unis. Je cite d'ailleurs le frère de Christopher qui a déclaré ceci. Aucun d'entre nous ne peut comprendre à distance la douleur et le traumatisme sans faille que Christopher et Emily ont vécu aux mains de ces policiers sans loi. Il n'y a pas de mots. Et vraiment, je le soutiens dans ce qu'il dit, il n'y a aucun mot pour décrire ceci. Je trouve ça complètement fou et cette affaire me dérange au plus haut point. Emily a tout de même confirmé à la famille Christopher qu'elle ne croit pas du tout qu'Adeline ait été violée et encore moins que Christopher l'ait tuée. Mais bah voilà. Elle a également reconnu qu'elle a dit et fait tout ce que la police et le procureur lui ont demandé pour qu'elle puisse garder Caroline. Sa fille est la seule personne qui peut la relier à son ancienne vie que la police lui a volée. C'est la dernière fille qui lui reste puisque la première est décédée. Elle n'a plus de mari qui se retrouve accusé et emprisonné pour un meurtre qui n'a jamais été commis. Donc je peux comprendre, malgré que ça me fait énormément de peine pour Christopher, qu'elle ait choisi sa fille. Et d'ailleurs, Christopher a déclaré comprendre et respecter totalement la décision d'Emily, ajoutant qu'il préfère largement savoir sa fille avec sa mère qu'être libre en sachant que sa fille est chez des inconnus. Christopher Conway a été condamné à 15 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. La date de la fin de sa peine est prévue pour le 24 septembre 2030, et Christopher passe maintenant son temps à créer des œuvres d'art qui sont partagées sur un compte Instagram géré par sa mère. Je vous mets 2-3 œuvres à l'écran. Cette affaire est complètement folle parce que, de mon avis, et je ne défends jamais les potentiels assassins, vous ne m'avez sûrement jamais vu en 3 ans et des centaines de vidéos défendre des assassins, mais pour moi, Christopher Conway n'a absolument rien fait. Rien du tout. C'est un terrible accident, c'est vrai, mais ça ne reste qu'un accident. Alors maintenant, c'est sûr, ils ne laisseront plus jamais de câbles dans le lit d'un bébé, espérons-le du moins, mais ça n'a rien à voir avec un meurtre et il n'y a aucune preuve. Sa famille se bat tout le temps, encore aujourd'hui, pour qu'il soit libéré. Je les ai d'ailleurs contactés parce que j'ai pris quelques notes de leur site internet pour les informations concernant Christopher, et dessus, on a d'ailleurs tous les rapports de tests ADN, autopsie, et tous ces rapports montrent que la petite n'a jamais été violée, ni par son père, ni par qui que ce soit d'autre, et qu'il est simplement innocent. Ils ont laissé un peu bêtement, enfin c'est pas un peu, ils ont laissé bêtement des câbles dans le lit d'un nourrisson. T'es censé savoir que ça ne se fait pas, et même si c'était pas vraiment dans le lit, que c'était dans les alentours, tu fais en sorte en tout cas que le bébé ne puisse rien attraper avec ses mains, puisque ça peut être dangereux. Un bébé, ça met tout dans la bouche, ça peut s'étouffer, ça peut s'enrouler comme là ça a été le cas. Bref, ils ont fait une grosse bêtise là, c'est vrai. Ils auraient dû prendre bien plus de précautions, et je ne demande pas à ce qu'on juge ses parents. Des accidents dans le genre, croyez-moi, il y en a énormément qui se passent tous les jours dans le monde entier. Des bébés qui tombent d'un balcon, qui se brûlent, qui rentrent dans des machines à laver, voilà, il y en a énormément, ça arrive tous les jours, c'est la vie, malheureusement. Par contre, de là à accuser Christopher d'avoir tué et violé sa fille, non mais ça va pas la tête, c'est complètement fou, d'autant qu'ils n'ont aucune preuve. On a déjà vu des criminels avoir des réductions de peine alors que toutes les preuves étaient contre eux, et là on a un homme, il n'y a aucune preuve, rien du tout.
Tout son entourage, même sa femme qui vit avec, est d'accord pour dire qu'elle ne croit pas du tout qu'il l'ait violée ou tuée. Il n'y a rien qui va dans ce sens. Toutes les preuves ADN soi-disant qu'ils avaient prouvent qu'il n'avait aucun poil pubien. L'autopsie montre que la gamine n'a jamais été violée et j'imagine que sur un bébé, tu le vois directement s'il y a eu des abus sexuels. Et pourtant, malgré qu'il n'y ait aucune preuve, rien du tout, ils ont tout de même réussi à le rendre coupable et à le mettre derrière les barreaux pour une durée de 15 ans. Pour moi, c'est une honte de la part des États-Unis et d'ailleurs pour toute la famille de Christopher également. Et n'empêche que si la première infirmière, qui visiblement était donc incompétente, n'avait jamais signalé ce qu'elle pensait à tort être des traces de maltraitance, Christopher serait sûrement aux côtés de sa femme avec leur fille. À présent, il finit divorcé, en prison, toujours avec un bébé mort, je vous le rappelle, et ne revoyant sa deuxième fille que lorsqu'elle aura 16 ans, ou du moins passer vraiment des temps de qualité avec en dehors de la prison. Voilà, c'est plusieurs vies de gâchées pour un accident domestique. Bref, quoi qu'il en soit, la famille a créé un site internet en soutien à Christopher Conway. Vous pouvez aller visiter ce site, je la mets en barre d'infos, dans le but de libérer un jour Christopher de prison. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires, et sans plus tarder, c'est parti pour la deuxième. Le 1er août 2009, une jeune femme âgée de 32 ans nommée Linda Chen a mystérieusement disparu alors qu'elle était à une semaine seulement de son mariage. La jeune femme, qui était sortie avec des amis ce samedi soir, n'est jamais rentrée chez elle, causant la plus grande des inquiétudes à son futur époux. C'est dès le lendemain matin que son fiancé, Mats Alm, a décidé de prévenir la police pour la première fois. Je dis bien première fois parce qu'au début, la police ne prenait absolument pas l'homme au sérieux. C'est donc vers 9h du matin, le dimanche 2 août 2009, que Mats a décidé d'appeler la police pour signaler la disparition de sa fiancée. À cet instant, comme je vous l'ai dit, les policiers ne prennent pas vraiment l'homme au sérieux. Notamment parce que Linda est une femme adulte qui est simplement sortie avec des amis, donc à leurs yeux, il est beaucoup plus probable qu'elle dorme avec une sale gueule de bois quelque part, plutôt qu'elle n'ait été sauvagement assassinée. Et finalement, statistiquement, ils ont tout de même raison. Les policiers lui disent alors de rappeler plus tard si jamais elle ne rentre toujours pas au domicile, mais ils ne semblent absolument pas inquiets pour la jeune femme. Pour eux, elle va rentrer saine et sauve à la maison. Sauf que le lendemain, après une journée et une nuit sans nouvelles de Linda, pour ne rien arranger, cette dernière ne s'est pas présentée au travail. Et ça, ce n'est clairement pas dans ses habitudes. Son conjoint continue alors de tenter de la joindre sur son téléphone portable, mais ses appels restent sans réponse. Finalement, lorsque ce dernier n'a toujours pas eu de nouvelles de sa fiancée le mardi, soit le 4 août, il a décidé de se rendre directement au poste de police en personne afin de signaler la disparition de Linda. Heureusement, les policiers le prennent directement au sérieux, ils font un rapport et interrogent pour la première fois Matt concernant la disparition de Linda Chen. C'est tout à fait normal qu'ils soient interrogés par les forces de l'ordre, bien que ce soit lui qui l'ait porté disparu. D'une part, parce qu'il est la dernière personne à l'avoir vue, et d'autre part, parce que c'est son fiancé. Et dans ce genre d'affaires, c'est les personnes que l'on interroge en premier. Les policiers en charge de l'interrogatoire lui demandent donc de raconter tout ce dont il se rappelle de leur dernière journée ensemble, afin de connaître son itinéraire ainsi que ses dernières activités. Mats revient donc sur cette journée en expliquant tout d'abord que leur mariage est prévu pour dans un petit peu plus d'une semaine et que suite à ça, il y avait pas mal d'agitation dans l'air. Il y avait un petit peu de tension, ce qui est normal puisqu'ils sont stressés et ils avaient beaucoup d'activités à faire parce qu'ils sont dans la dernière ligne droite. Il y a encore quelques préparatifs à finaliser pour que le plus beau jour de leur vie se passe à merveille. Apparemment, le couple avait déjà fait ses photos de mariage avec Linda qui portait la robe qu'elle avait choisie pour le mariage et Matt, lui, qui portait déjà son alliance. Comme ça au moins, les photos étaient déjà faites, ça fait du temps de gagner pour le jour du mariage. Le couple avait déjà réservé une église avec une réception à suivre dans l'un de leurs restaurants préférés, et la famille de Linda devait s'envoler de Chine dans les prochains jours pour le mariage.
Les mariés étaient hyper stressés, comme j'ai dit, c'était vraiment la dernière ligne droite avant d'arriver au but final. Ce jour-là, le samedi 1er août, Linda travaillait de 11 h à 16 h au restaurant chinois où elle est employée. Comme à son habitude, elle est rentrée à la maison juste après, rejoignant son fiancé Mats qui regardait la télévision. Ensemble, ils ont décidé de se rendre à l'épicerie pour acheter des steaks parce que le lendemain, ils prévoyaient d'inviter les parents de Mats à dîner. Ils sont allés à City Gross pour acheter les steaks et ont même été vus sur les images de vidéosurveillance du magasin en train de le quitter à 16h38. Sur les images, on voit d'ailleurs à quel point l'homme est bien plus grand que Linda, il est beaucoup plus imposant face à elle, et ensemble, ils sourient, ils rigolent, pendant qu'elle s'accroche amoureusement à son bras. Linda porte un haut blanc, un leggings blanc ainsi que des sandales noires, et ce fut la dernière observation confirmée de Linda. Le couple est ensuite rentré chez eux en voiture pour déposer leurs courses, puis ils ont décidé de faire un petit tour toujours dans leur voiture et de vérifier les derniers préparatifs du mariage. Puisque la famille de Linda devait arriver dans les prochains jours, elle voulait faire le tour des quelques endroits qui pourraient être sympas à leur montrer, à leur faire découvrir, pour qu'ils puissent visiter un petit peu plus la région. La jeune femme voulait également faire une dernière vérification de l'église ainsi que du restaurant où allait avoir lieu la réception. Rien ne devait être laissé au hasard pour l'un des plus beaux jours de sa vie. Au total, tous ces préparatifs et petits détours dans la région a duré 2h30. Le couple s'est ensuite arrêté dans un joli petit café très romantique qui était situé le long d'une rivière où ils ont mangé 2-3 trucs avant de rejoindre l'église. Après être passés à l'église où ils devaient se marier, ils ont tenté de se rendre au restaurant où doit se tenir la réception, mais celui-ci était fermé donc ils ont dû rebrousser chemin. À la fin de cette longue après-midi à courir partout, les futurs mariés sont rentrés chez eux vers 20 h. Et c'est à ce moment-là, une fois arrivés à leur domicile, que Linda a dit à Matt qu'elle avait l'intention de sortir avec des amis après le dîner afin de se vider un petit peu la tête. Elle n'a pas dit où elle allait, ni même avec qui elle allait, mais après qu'ils aient fini de manger, elle a directement commencé à se préparer en se lavant les cheveux et en se maquillant. Linda a mis les mêmes vêtements qu'elle avait portés plus tôt dans la journée, donc le haut blanc ainsi que le leggings blanc, mais cette fois-ci, elle avait changé de chaussures. Elle a remplacé ses sandales noires qu'elle portait plus tôt dans la journée par une paire de talons hauts, qui sont d'ailleurs ses chaussures de mariage. Après s'être préparée, cette fête toute belle, c'est vers 21 h que Linda a quitté son domicile pour y trouver ses amis. Selon les déclarations de son fiancé, cette dernière n'est pas rentrée chez elle ce soir-là. Entre 1 h et 8 h du matin, il y aurait eu une multitude d'appels téléphoniques ainsi que de SMS envoyés au téléphone de cette dernière par Matt, mais il n'a reçu aucune réponse. L'homme explique également que sa fiancée n'avait pas du tout mentionné où elle allait, ni avec qui, ni ce qu'elle allait faire finalement, mais qu'il pensait qu'elle aurait éventuellement pu être avec un collègue de travail, un homme nommé Tommy Chen. Une fois toute la déclaration de l'homme enregistrée, la police a évidemment de suite commencé à creuser concernant la disparition de la jeune femme et en vérifiant tous les dires de Matt. Et dès le début, il y avait plein de choses qui n'allaient pas du tout dans son témoignage. Les enquêteurs ont pu effectivement confirmer certaines parties de la chronologie des événements de la journée de la disparition de Linda. En effet, celle-ci s'est bel et bien rendue à son travail ce jour-là. Le couple est effectivement allé à l'épicerie pour prendre des steaks, comme on le voit sur la vidéo de caméra surveillance. Cependant, après ça, les enquêteurs n'ont pas été en mesure de vérifier la suite des événements. De tous les témoins qu'ils ont tenté d'interroger, que ce soit des amis, des voisins, des collègues, personne n'avait vu Linda. Personne n'a vu cette dernière retourner à l'appartement avec des courses ou même quitter son appartement plus tard dans la soirée. Rapidement, ils ont été à la rencontre du collègue de travail mentionné par Matt dans sa déclaration, ce fameux Tommy Chen, avec qui le fiancé pensait que Linda serait peut-être sortie. Mais, l'homme a d'une part nié avoir été avec Linda ce soir-là, mentionnons même au policier qu'avec Linda, il ne s'était jamais vu en dehors du travail et qu'il ne comprend même pas pourquoi son fiancé a pu penser une chose pareille. Tony a déclaré qu'ils n'étaient même pas réellement des amis. Finalement, ils étaient juste des collègues de travail qui s'entendaient bien. Donc voilà, comme des collègues à qui on parle un petit peu de nos vies, on discute, c'est des rapports amicaux,
Mais en dehors du travail, il n'y a rien de plus. Eh bien, c'était le cas de Tony et de Linda, donc même pour les policiers, ça semblait étonnant que Matt déclare qu'elle aurait pu être éventuellement avec ce dernier. Si c'est ta future femme avec qui tu es censé te marier la semaine prochaine, tu sais plus ou moins les fréquentations que cette dernière est là, et tu sais qui elle ne voit pas. Donc bref, hormis ce détail un petit peu bizarre dès le début, les policiers continuent leur enquête. Les agents continuent l'enquête, mais malheureusement, ça reste tout de même un retour à la case départ pour ces policiers. Personne n'a vu Linda, on ne sait pas avec qui elle était, alors, eh bien cette fois-ci, il décide de se tourner vers son ex-mari, qui est le père de l'enfant de Linda. Sauf que rebelote, l'enquête tombe à l'eau puisque l'homme assure ne pas avoir vu la femme, et en plus de ça, il a un alibi en béton pour le soir de la disparition. Ils ont pu le vérifier, l'homme n'a rien à voir avec Linda. Mais avant d'aller plus loin dans l'enquête, je vous fais une brève présentation de nos deux protagonistes, Linda et Matt, afin que vous en sachiez un petit peu plus sur eux. Linda Chen est née en Chine durant l'année 1977. On n'a pas de date précise, mais on sait néanmoins que sa vie a rapidement été semée d'embûches. La petite Linda se retrouvait arrachée de ses parents à un très jeune âge, parce qu'ils avaient enfreint la règle de l'enfant unique lorsqu'ils ont eu son petit frère, une règle que la Chine avait mis en vigueur de 1979 à 2015. Les deux enfants ont passé un certain temps dans un orphelinat aux Philippines avant d'obtenir finalement le statut de réfugié en Suède à l'âge de 15 ans. Linda et son frère se sont rapidement acclimatés à leur nouvelle culture, ils ont grandi dans une famille d'accueil sous la garde d'une femme nommée Eno Johansson, qui s'intéressait d'ailleurs particulièrement à Linda. Pour la jeune fille, Eno était comme une deuxième mère. Elle était reconnaissante de l'avoir dans sa vie, quand bien même elle attendait toujours que le reste de sa famille puisse la rejoindre en Suède. Alors évidemment, la vie que la jeune fille a eue lui a causé énormément de traumatismes, notamment des blessures d'abandon, et il n'est donc pas si étonnant que ça que ses amis ainsi que sa famille la décrivent comme quelqu'un qui voulait être aimé de tous plus que tout. La jeune femme rêvait avant tout de trouver un homme avec qui passer le reste de sa vie. Elle croyait aux belles histoires d'amour où ils finissent leur vie ensemble avec plein d'enfants. Elle avait envie d'un mari sur qui compter, un mari aimant, et Linda voulait le trouver désespérément, au point de croire à toutes les belles paroles qu'on pouvait lui dire. C'est pour cette raison qu'elle était une femme très vulnérable aux hommes qui pourraient vouloir profiter d'elle, en la berçant avec des jolis mots, comme ça a malheureusement été le cas lors de son premier et de son deuxième mariage, qui n'ont duré que quelques années et qui ont tous deux échoué après des allégations d'abus. C'est au cours de l'un de ces mariages que Linda mit au monde son fils, qu'elle aimait plus que tout mais qu'elle a laissé sous la garde de son père après le divorce, parce qu'elle ne se sentait pas forcément apte à répondre aux besoins de l'enfant, étant complètement déboussolée par le divorce et instable psychologiquement parlant. La jeune femme rêvait de se ressaisir, d'être bien plus stable, d'aller de l'avant, de devenir même infirmière et d'obtenir un jour la garde complète de son fils, et c'est ce qui la motivait à se dépasser et à devenir encore meilleure chaque jour qui passe. En 2008, Linda a commencé à travailler dans un restaurant près de l'endroit où elle vivait à Falun en Suède, appelé Chinatao Restaurant. Alors évidemment, ça reste de l'hôtellerie, donc ça payait pas forcément bien, mais au moins ce travail pouvait couvrir toutes ces dépenses, comme le loyer et la nourriture, et également de pouvoir mettre un tout petit peu d'argent de côté, dans l'espoir, bien sûr, de pouvoir reprendre ses études un jour. En plus de ça, ce métier c'était une opportunité pour elle, puisque ça lui permettait également de continuer à parler sa langue maternelle, le mandarin, donc elle pouvait continuer de pratiquer cette langue, c'était tout de même pratique, et ça lui permettait pendant un court instant de retrouver également sa culture qui lui manquait énormément. Linda était décrite comme étant une femme passionnée de mode qui s'assurait toujours qu'elle soit bien habillée, qu'elle ait les cheveux bien coiffés, avec un visage bien maquillé à chaque fois qu'elle quittait la maison. Pour elle, il était important d'être toujours bien apprêtée, d'être sur son 31, d'autant qu'elle venait de rencontrer quelqu'un en ligne. En effet, la jeune femme, après 2 divorces, avait commencé à discuter sur les réseaux sociaux avec un homme nommé Matt Alm, qui avait 2 ans de plus qu'elle. Matt étudiait pour être professeur de langue, il n'avait donc pas encore de travail et vivait grâce à son prêt étudiant. Ensemble, ça a très vite matché et la relation a été rapide, puisqu'il n'a pas fallu longtemps avant que le jeune homme n'emménage dans l'appartement de Linda,
et que le couple commence à parler de mariage. Alors je ne sais pas vous, mais lorsque c'est aussi rapide que ça, généralement, j'ai tendance à prendre mes précautions et à avoir un petit peu peur. Un autre point commun entre eux étant que tout comme Linda, Matt avait déjà été marié. Et tout comme pour Linda, il avait rencontré son ex-femme en ligne, elle aussi sur un site de rencontre. Son ex était une jeune femme qui vivait au Pérou, jusqu'où il a voyagé pour la rencontrer et à qui il a fait une demande en mariage presque immédiatement. Malheureusement, le mariage ayant sûrement été bien trop précipité, il y a eu rapidement des problèmes dans leur relation. Et ce n'est pas tout, puisque Matt, n'ayant pas l'argent nécessaire pour payer le mariage dont sa fiancée rêvait, eh bien, au lieu d'épargner suffisamment de l'argent comme une personne censée, il a décidé de détourner environ 10 000 $ de son travail dans un magasin du coin. En fin de compte, le mariage a échoué à cause de son crime, de la pression sur les finances et de sa décision de finalement la quitter pour une autre femme. Tout comme Matt l'avait fait avec sa première femme, eh bien il a déménagé rapidement et a demandé en mariage Linda quelques mois seulement après qu'ils aient commencé à sortir ensemble. Et que tu le fasses une fois, on peut mettre ça sur le compte de la jeunesse et des premiers amours, mais que tu le fasses 2 fois, ça semble encore plus louche. Linda, quant à elle, n'a pas forcément vu son comportement comme étant des signaux d'alerte et était au contraire très excitée à l'idée d'épouser Matt, espérant que cette fois-ci, ça allait être enfin l'homme de sa vie. La jeune femme a accepté la demande en mariage et ils ont fixé la date pour 1 an plus tard, le 8 août 2009. À ce moment-là, Linda devait travailler très dur à son travail, elle faisait beaucoup d'heures supplémentaires pour avoir des revenus en plus afin de payer les factures et d'épargner pour leur mariage, puisque Matt, eh bien, il étudiait encore pour devenir enseignant et il n'apportait aucun revenu au sein du couple puisqu'il refusait d'avoir un petit job étudiant à côté. Mais ce n'est pas tout puisqu'une autre part d'ombre règne encore dans le couple, puisqu'on ne sait pas si Linda était vraiment au courant de la réelle situation de Matt, mais l'homme avait aussi une tonne de dettes dont il ne prenait pas du tout la peine de rembourser. Alors soit elle fermait les yeux sur ses dettes, ou elle était ignorante de ces détails, mais ses amis et sa famille en tout cas étaient persuadés qu'elle était heureuse dans cette relation. Tous l'ont d'ailleurs soutenu dans sa décision d'accepter le mariage, même s'il pensait que Matt pouvait parfois se montrer un petit peu contrôlant avec Linda. En effet, c'était tout de même le genre d'homme qui devait toujours savoir où se trouvait sa fiancée, avec qui elle était, ce qu'elle faisait, insistant même pour venir la chercher quand elle quittait le travail. Mais bon, vraisemblablement, ça ne dérangeait pas trop Linda qui se sentait aimée et soignée plutôt qu'épiée. Voilà donc une brève présentation du couple. J'espère que celle-ci a été suffisante pour que vous compreniez un petit peu la dynamique de ce couple. Et maintenant, nous allons revenir aux faits. Rappelez-vous, le 1er août 2009, jour de la disparition de Linda Chen, Matt Salm avait déclaré aux policiers qu'il avait fait tout un trajet de 2h30 après avoir été à l'épicerie en compagnie de Linda. Eh bien, les policiers ont également trouvé qu'il y avait là aussi quelques trous dans toute cette histoire. Matt a affirmé que la première chose qu'ils ont fait était de s'arrêter dans un café pour regarder le remorqueur qui était sur l'eau, mais il n'avait pas de reçu pour prouver sa version. Il a affirmé ensuite qu'ils étaient allés à l'église où leur mariage devait avoir lieu, mais personne là-bas n'a pu le confirmer. Puis, il a également allégué qu'ils étaient allés au restaurant où leur réception de mariage avait été réservée, mais que ce dernier était fermé, donc qu'ils avaient fait demi-tour. Sauf que lorsque les enquêteurs ont parlé aux employés du restaurant, ils ont appris qu'ils étaient en fait ouverts ce samedi soir-là, et même très occupés, car ils y organisaient un grand événement. Et Matt n'a peut-être pas pensé en inventant ce mensonge à ce moment-là, pourtant sa copine fait partie de l'hôtellerie, mais tout de même un restaurant qui est fermé le samedi soir, c'est soit un restaurant qui cartonne tellement qu'ils n'ont pas besoin d'ouvrir à samedi soir, soit c'est un restaurant qui n'a pas assez de personnel ou qui est tout simplement fermé ou en vacances. Mais c'est extrêmement rare puisque c'est là où, en tant que restaurateur, on se fait le plus d'argent puisque c'est là où les gens sortent et où ils sont en week-end. Donc dès le départ, son histoire, elle avait quand même quelques couacs. Et pourtant, malgré toutes ces zones d'ombre, la police a dû faire une enquête bien plus approfondie pour comprendre la tournure de leurs événements. Pendant que l'enquête se déroulait, les membres de la famille de Linda ont tous commencé à arriver à Nain à Falun, où ils sont censés assister à un magnifique mariage. Mais au lieu de ça, eh bien ils se retrouvent inquiets à aider à retrouver la future mariée.
Des dépliants ont été affichés partout et sa photo a été mise sur la première page du journal local pour faire connaître au plus grand nombre sa disparition. Et c'est d'ailleurs de cette façon que Eno, souvenez-vous la femme qui était comme une mère pour Linda, a découvert que cette dernière avait disparu. En le découvrant de cette manière, Eno s'est senti dérangé par le fait que Matt ne l'ait pas appelé, ne l'ait pas prévenu pour le lui faire savoir puisqu'ils sont tout de même relativement proches. Alors, lorsqu'elle l'a appelé pour savoir ce qui était arrivé à Linda, elle a été d'autant plus surprise que d'entendre la voix joyeuse de l'homme à l'autre bout de la ligne. Pour elle, Matt ne ressemblait pas du tout à un fiancé qui était inquiet parce que sa future épouse avait mystérieusement disparu. Mais elle, de son côté, était bien déterminée à aider à trouver Linda et à comprendre ce qui a bien pu lui arriver. Alors que la police poursuit son enquête sur l'endroit où se trouve la jeune femme, Matt a fait plusieurs interviews et a même participé à une émission de télévision suédoise populaire qui se trouvait en direct et qui présente différentes histoires de crimes. Pendant le passage sur Linda, Mats semblait être un homme complètement bouleversé et brisé par la disparition de sa future femme. On peut le voir tenir sa robe de mariée devant la caméra et parler de la dévastation que cause sa disparition. On dirait presque que l'homme a complètement perdu espoir de la retrouver un jour et qu'il a décidé finalement lui-même qu'elle était déjà probablement morte. L'animateur de télévision ne manque cependant pas de lui rappeler que la plupart des personnes qui sont assassinées sont tuées par leur partenaire. Un constat triste, mais pourtant bien vrai. Mais à part des soupçons, rien ne relie l'homme à la disparition de Linda Chen. Un peu plus d'1 mois s'est découlé depuis la disparition de la jeune femme, et bien qu'il semblait aux yeux du public que l'enquête se refroidissait au fil des semaines, il se passait en réalité beaucoup de choses en interne. La police a construit tout un dossier contre Mats Alm, croyant qu'il avait quelque chose à voir avec la disparition de Linda Chen. Les policiers ont trouvé ça vraiment étrange qu'ils ont été incapables de vérifier où elle se trouvait après ce fameux passage à l'épicerie. Pour eux, c'est complètement impensable que personne d'autre n'ait vu cette jeune femme. Rapidement, ils ont appris que Mats avait plusieurs dettes sur le dos et que Linda payait toutes les factures, y compris le remboursement de son prêt étudiant. Ils ont donc pensé peu à peu que l'argent pourrait être un motif valable pour que Mats ait voulu s'en prendre à Linda, puisqu'elle avait en plus de ça signé déjà toutes les assurances vie au préalable avant le mariage pour que celui-ci puisse un jour avoir des assurances vie si un jour malheureusement elle décède. Et effectivement, ça commence tout de même à faire beaucoup autour de l'homme. On ne peut pas vérifier sa version. En plus de ça, il y a quelques couacs à l'intérieur. C'est la dernière personne à l'avoir vue. Aucun de ses amis ne devait la voir ce soir-là, n'est au courant de quoi que ce soit. Et en plus de ça, l'homme est bourré de dettes. Linda paye toutes ses factures et elle avait signé plein d'assurances vie avant même de se marier avec. Sachant que l'homme semble avoir tout de même un petit attrait pour l'argent, puisqu'il a quand même détourné 10 000 $ de son ancien travail. Bon, tout ceci montre que potentiellement la piste du meurtre pour de l'argent semble être la bonne. Suite à tous leurs soupçons, à la mi-septembre, les policiers ont demandé à Mats de se rendre au poste de police pour un deuxième interrogatoire, mais étrangement, il ne s'est jamais présenté, de quoi paraître encore plus suspect aux yeux des enquêteurs. Ces derniers se sont donc déplacés eux-mêmes chez l'homme, mais personne n'a répondu à la porte d'entrée. En dernier recours, les policiers se sont rendus sur son lieu de travail et ont appris sur place, avec surprise, que l'homme ne s'était même pas présenté cette journée-là. Impossible donc de mettre la main sur l'individu, les policiers ne savent pas où il est allé et commencent à le considérer comme étant en fugue. Puis, 2 jours plus tard, 2 résidents qui vivaient dans une campagne profonde de la Suède ont contacté la police après avoir vu un homme sortir des bois avec des marques de brûlure sur son corps et qui semblait vraiment mal au point. Les cheveux de cette personne étaient complètement brûlés et il avait également des blessures au niveau de ses poignets. Puisque l'homme était blessé et qu'il semblait avoir besoin d'aide, les personnes qui l'ont trouvé ont mis une couverture sur lui et ont attendu à ses côtés l'arrivée de la police. Et lorsque les policiers sont arrivés sur place, c'est avec stupeur qu'ils ont reconnu l'homme allongé sur le sol avec des brûlures sur tout son corps. Et il n'était autre que Mats Alm, l'homme qu'ils recherchaient depuis 2 jours. L'homme pleure, il essaye de dire quelque chose, mais tout ce qu'il dit n'a pas beaucoup de sens, et en plus de ça, comprendre quelqu'un qui pleure, souvent c'est quand même bien compliqué.
Après ces multiples sanglots, Matt explique aux policiers qu'il a retrouvé Linda et que cette dernière a été assassinée. Les policiers sont complètement choqués et ne comprennent pas grand chose de ces déclarations qui partent un petit peu dans tous les sens. Et l'homme livre alors aux agents de police une histoire invraisemblable. Il raconte que 2 jours plus tôt, il était dans son appartement lorsque quelqu'un a subitement frappé à la porte. Il s'est alors levé, il a ouvert la porte et il a subitement fait face à 2 hommes chinois, l'un tenant un couteau tout en se frayant un chemin à l'intérieur de l'appartement. Il l'aurait forcé à ingérer 2 pilules blanches, puis il s'est évanoui. Lorsqu'il s'est réveillé, il s'est retrouvé dans le coffre d'une voiture et les hommes lui ont exigé de lui rendre l'argent de Linda. Il leur a répondu qu'il ne savait pas du tout où se trouve l'argent de sa fiancée, ni même de quoi il parle, et suite à ça, ses assaillants lui ont de nouveau donné 2 nouvelles pilules à manger pour que celui-ci s'évanouisse. Le lendemain, il prétend s'être réveillé encore une fois dans un coffre, toujours accompagné des 2 hommes, qui lui ont donné un peu à manger ainsi qu'une tasse pour qu'il puisse uriner. Une fois de plus, ils lui ont demandé où se trouvait l'argent de Linda, et là encore, il a répondu qu'il ne savait pas où il se trouvait. Matt a de nouveau dû prendre des pilules et rebelote, il s'est évanoui. Cette fois-ci, selon lui, lorsqu'il s'est réveillé, il se trouvait dans les bois et surtout, ses vêtements étaient en feu. À côté de lui se trouvait le corps de sa fiancée, Linda, qui était malheureusement morte et dont le corps était dans un grave état de décomposition. Après son récit, Matt a donné à la police des instructions pour qu'ils puissent se rendre à l'endroit où ils ont effectivement retrouvé des restes humains. Malheureusement, le corps était tellement décomposé qu'il n'a pas pu immédiatement être identifié, cependant il se profile comme une femme qui portait les mêmes vêtements que Linda aurait porté le jour de sa disparition. Le corps a donc rapidement été emmené pour que des médecins légistes puissent identifier la victime, et entre-temps, Matt a de son côté été envoyé à l'hôpital afin d'être soigné de ses blessures, mais une fois qu'il a été soigné, il a immédiatement été placé en garde à vue pour meurtre. Matt a toujours nié avoir quelque chose à voir avec la mort de sa fiancée et répète qu'il est lui aussi une victime d'une soi-disant mafia chinoise. Pendant que les enquêteurs attendaient une confirmation sur l'identité du corps, ils ont examiné toute la zone où il avait été trouvé. Il y avait des restes évidents d'un incendie, y compris du bois et du tissu brûlé. Les agents ont également trouvé un ensemble de chaussures rouges qui ont été confirmées plus tard comme appartenant à Matt, et il ne semblait pas que Linda ait été tuée au même endroit où son corps a été retrouvé. Et malheureusement, ils n'avaient aucune idée de l'endroit où le crime avait pu avoir lieu, ce qui les freine toujours un peu dans leur enquête. Lorsque les résultats de l'autopsie de la victime est arrivé, alors évidemment, il a été confirmé que c'était bel et bien Linda Chen, mais il a également été déterminé qu'elle était probablement décédée entre le 1er août et le 9 août. Malheureusement, son corps était tellement décomposé qu'aucune cause de décès n'a pu être déterminée. Malgré que l'enquête ne se soit pas déroulée comme prévu, l'affaire contre Matt Alm s'est poursuivie. Il y avait beaucoup de preuves circonstancielles qui indiquaient qu'il pouvait avoir tué Linda lui-même, mais malheureusement, ce n'étaient que des preuves circonstancielles et non physiques. Les policiers ont relevé que ces brûlures étaient superficielles et qu'il n'y avait aucune trace de drogue dans son organisme, malgré toutes ces allégations d'avoir été drogué par 2 hommes. Puis, les policiers ont également reçu une information d'une source improbable, les parents de Matt en personne, qui se sont présentés avec un sac pour ordinateur portable qu'ils avaient trouvé dans leur chaufferie. Ce sac contenait un auto numérique avec une carte SD à l'intérieur, de l'argent en liquide, un collier, ainsi qu'une bague que l'homme portait habituellement. Il y a aussi ce qui a été décrit comme une lettre d'adieu à ses parents, où le jeune homme s'est essentiellement excusé, où il a dit qu'il devait leur donner tous ses articles pour les garder en lieu sûr, et où il leur disait qu'il les aimait, mais il n'y avait pas forcément de raison qui était donnée du pourquoi et du comment l'homme leur faisait une lettre d'adieu. Toutefois, bien que la lettre semblait être l'écriture de Matt, ce dernier a toujours nié l'avoir écrite un jour.
Et malheureusement, je n'ai pas trouvé de détails là-dessus, s'il y avait eu des tests typographiques pour voir, je crois que c'est ça, désolé si je me trompe, pour voir si la lettre a bien été écrite par Matt, ce qui aurait pu prouver un peu plus de choses, mais visiblement ça n'a pas été fait. Je rechercherai quand même pendant le montage et je vous dirai à l'écran si ça avait été fait et confirmé ou pas. En tout cas, pour ne rien arranger la situation de la soi-disant victime, les autorités ont regardé l'appareil photo et ont trouvé un selfie de Matt daté du 16 septembre, le lendemain où il avait été soi-disant enlevé de son appartement par les deux hommes chinois. La photo le montrait vraiment en pleine forme, il était souriant, bref, rien à voir avec un kidnapping, mais eh bien encore une fois, Matt a complètement nié qu'il s'agissait de photos de lui, que peut-être ses agresseurs avaient embauché quelqu'un qui lui ressemblait et avaient pris les photos pour essayer de discréditer. Mais je trouve quand même cette excuse vraiment tirée par les cheveux. Tu ne peux pas dire que quelqu'un a pris une photo de ton sosie parfait pour prendre des photos, les mettre dans ton appareil photo qui a été caché dans la chaufferie de chez tes parents, où il y avait une lettre de suicide avec une écriture qui semble être ton écriture, mais que tout ça est un coup monté par tes agresseurs. Ça fait quand même énormément, enfin ça fait quand même très gros, et pourtant, eh bien c'est passé comme une lettre à la poste. Je ne comprends pas comment c'est possible. D'autant que ce n'était pas la seule preuve concernant le mensonge de son agression. Pendant l'un des jours où Matt a affirmé qu'il était détenu contre sa volonté, quelqu'un, on ne sait pas qui, utilisait son ordinateur portable pour se connecter au Wi-Fi de la bibliothèque de Stockholm. Celui qui utilisait l'ordinateur portable à ce moment-là a cherché les noms de plusieurs personnes proches de Matt, y compris le nom de son ex-femme. Bref, en fin de compte, tout ceci cumulé, la police croyait fermement que Matt avait tué Linda Chen, puis avait essayé de se débarrasser des preuves et trouver un alibi en mettant feu à son corps lui-même. Ou alors, peut-être qu'il s'était accidentellement mis le feu dans le processus de destruction des preuves et qu'il a ensuite dû rapidement trouver une histoire sur la façon dont il s'est retrouvé dans cette situation. Ou encore, peut-être que c'était une tentative de suicide et qu'il n'a tout simplement pas réussi à le faire. Mais ce qui est certain pour les policiers, c'est que c'était lui qui avait fait du mal à la jeune femme. Mais, eh bien, encore un nouveau coup de massue dans cette affaire, puisqu'aucune cause de décès n'a pu être déterminée pour Linda et qu'il n'était pas sûr à 100% qu'elle avait réellement été assassinée, Matt Salm a seulement été accusé d'homicide involontaire et de profanation d'un corps. Son procès a commencé en mars 2010, et malgré la montagne de preuves circonstancielles contre lui, il a plaidé non coupable. Puisque tout ce que je vous ai cité sont des preuves circonstancielles, et j'imagine que dans ce genre d'affaires, on ne sait pas tout. Je pense qu'il y a des choses dont on ne sait pas, qui font qu'il y avait encore plus de preuves qui s'accumulaient contre l'homme. Et donc, Matt a plaidé non coupable, et vous allez sûrement, comme moi, être très déçus à l'issue de ce procès. Les enquêteurs ont pu prouver que Matt était un menteur, mais ils n'ont pas pu prouver que Linda avait été tuée, ni que Matt l'avait fait. Le procès a duré 2 mois avant que Matt ne soit reconnu coupable de profanation d'un corps, mais déclaré non coupable d'homicide involontaire. Malheureusement, lors de tout ce procès qui a duré 2 mois, l'accusation n'a pas été en mesure de prouver comment ni où le meurtre présumé s'était produit, et pour eux, eh bien c'est tombé à l'eau. Pour la première accusation de profanation du corps, l'homme a reçu une peine de 18 mois de prison, une peine que l'accusation et la défense ont acceptée sans faire appel. Parce qu'il a été acquitté de meurtre, il était également libre de percevoir l'argent de l'assurance vie de Linda, et c'est là que, étonnamment, peut-être par culpabilité, pour se laver de tout soupçon, ou encore, simplement parce que c'est simplement quelqu'un de bon et qui avait en réalité vraiment rien à voir avec la disparition de sa fiancée, il a donné tout l'argent au fils de Linda. Alors si l'homme est réellement innocent, c'est très bien d'avoir fait ça, franchement bravo à lui. En revanche, si il est coupable, c'est bien de l'avoir fait, mais ça n'excuse en rien le fait qu'il ait pu tuer Linda. Le meurtre de Linda Chen reste donc irrésolu à ce jour, mais beaucoup, dont la famille et les amis de la jeune femme, restent sûrs et certains que Matt Salm est l'homme qui lui a enlevé la vie, et qui a privé un jeune garçon de s'épanouir aux côtés de sa mère. Alors avant de passer à la conclusion, ma question pour vous est cette dernière. Pensez-vous également que Matt Salm est l'homme qui a tué Linda Chen, ou pensez-vous que c'est juste un malheureux hasard, toutes ces preuves circonstancielles
contre lui et que son histoire de kidnapping était réellement vraie. J'attends évidemment votre retour dans les commentaires. D'habitude, avant de finir cette vidéo, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant des petits likes, des commentaires, à vous abonner juste en dessous si ce n'est toujours pas fait. C'est bientôt Noël, donc voilà, petit cadeau pour nous si vous voulez nous faire plaisir, abonnez-vous. Merci à tous ceux qui l'ont fait et qui le feront, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!